cette définition de la fraternité, quelle est la vôtre, et ces rencontres de la fraternité, comment vous les avez imaginées? Alors d'abord, je voudrais d'abord vous remercier de m'accueillir pour présenter une opération à laquelle je crois beaucoup dans la période que nous vivons. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. D'abord, la fraternité, c'est une des 3 notions de la devise républicaine. Et Mona Ozouf, qui était à Toulouse il y a quelques semaines, nous a expliqué, elle l'écrit du reste dans son livre, qu'il y a eu un débat au moment de la constitution de la République et puis plus tard, sur la place du mot fraternité à l'intérieur de la devise. Nous avons l'habitude aujourd'hui de la devise liberté, égalité, fraternité. Eh bien, il faut savoir qu'il y a eu un long débat pour savoir si le mot fraternité n'était pas mieux placé au milieu. Et je le crois. C'est-à-dire liberté, fraternité, égalité. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les notions de liberté et d'égalité sont des notions à tout prendre assez juridiques. On défend la liberté d'expression, c'est bien d'en parler dans une radio, liberté d'aller et venir, liberté de manifester. On défend l'égalité des citoyens, devant l'impôt, devant le logement. Il y a beaucoup de façons finalement de faire valoir cette notion-là. Et puis la fraternité est un peu une notion orpheline. Vous rencontrerez peu de définitions juridiques. Vous nous avez donné tout à l'heure une définition de dictionnaire qui est vraie, mais qui est une définition finalement qui revient dans l'histoire ou dans la relation entre les hommes. Or, cette notion de fraternité, elle est capitale. Pourquoi ? Parce qu'elle évite, me semble-t-il, que les 2 notions de liberté et d'égalité ne s'affrontent de façon brutale. Or, dans une république comme la nôtre, qui souffre pour beaucoup de raisons, qui souffre parce que, en réalité, la période que nous vivons est difficile. Elle est difficile du point de vue économique, elle est difficile du point de vue social, elle est même difficile du point de vue de la défense des valeurs de notre République. On l'a bien vu après les attentats du début de cette année, oui. Et donc, cette notion de fraternité, à laquelle je pense nous tenons tous, elle est le ciment, finalement, de notre République et de notre démocratie. Et c'est la raison, j'ai été un peu long, pour laquelle j'ai voulu la promouvoir au travers de rencontres qui vont essayer de mettre en relation, finalement, nos concitoyens avec une idée simple sur laquelle on pourra revenir, qui est qu'y a-t-il de mieux dans une démocratie et dans une république que de donner une partie de ce qu'on a reçu ? Transmettre une forme de tutorat, pas déguisé d'ailleurs, affirmé. Affirmé et affiché. Il y a beaucoup de dispositifs. Prenons par exemple les dispositifs d'aide à l'emploi. Ils sont très importants. Ils sont importants vis-à-vis des jeunes, ils sont importants vis-à-vis des seniors, vis-à-vis du public handicapé, vis-à-vis de tous nos concitoyens. Et ils sont nécessaires, comme représentant de l'État et du gouvernement, j'en assure la promotion. Mais on se rend compte qu'il y a des moments, il y a des endroits où ces dispositifs-là ne suffisent pas. Je m'explique. Nous avons, depuis mon arrivée, presque 1 an, je l'avais mis en place précédemment en Bourgogne, mis en place un dispositif qui s'appelle coup de pouce à l'emploi. Qu'est-ce que c'est coup de pouce à l'emploi ? C'est extrêmement simple. C'est l'identification dans des quartiers en difficulté. Nos quartiers de Bellefontaine, de la Reinerie, du Mirail, des Pradettes. Et nous identifions un certain nombre de jeunes, garçons et filles, méritants, qui travaillent bien, qui ont des qualifications ou qui ont des diplômes, mais qui n'arrivent pas à trouver un emploi parce que les barrières qu'ils rencontrent sur le chemin de l'emploi sont soit trop élevées, trop nombreuses, et ne leur permettent pas d'accéder à l'emploi. Eh bien, notre rôle, c'est pas de leur trouver un emploi. Notre rôle, c'est avec eux de franchir ces barrières, de passer ces obstacles. Ça suppose donc un accompagnement. Ça suppose un accompagnement, c'est-à-dire que nous identifions des cohortes de 12 garçons et filles
Et nous les accompagnons avec un référent unique par jeune, bénévole, en général bien implanté. J'ai dans l'équipe 5 personnes, une personne de Pôle emploi, une personne de la mission locale, une personne des services de l'emploi, un délégué du préfet et la sous-préfète à la ville qui est auprès de moi. Et on les accompagne. Eh bien, sur la première cohorte de 12, nous en avons 10 qui sont sur le chemin de l'emploi. Voilà des choses extrêmement simples qui font vivre la fraternité. C'est la relation entre une personne qui a la connaissance du réseau et du dispositif et quelqu'un qui en bénéficie. Et croyez-moi, celui qui reçoit, c'est pas nécessairement toujours le jeune. Oui, j'imagine. La personne qui accompagne reçoit aussi beaucoup. Bien sûr. Alors, vous allez donc demain réunir qui? Pour faire quoi? On a compris un peu le dispositif. Comment ça va s'organiser? Alors, ce sont les premières rencontres de la fraternité en Haute-Garonne. On m'a interrogé en me disant, mais vous êtes préfet de région, pourquoi ne le faites-vous pas dans la région? Oui, à Cahors, Tarbes ou de la même Albi. façon que pour Coup de pouce de l'emploi, je souhaite expérimenter le dispositif. C'est-à-dire Coup de pouce à l'emploi, je l'ai fait à Toulouse. Et quand j'ai vu que ça marchait, j'ai dit ensuite à tous les maires du département de la Haute-Garonne, voilà l'outil, il est simple, il est libre d'emploi, utilisez-le. Et ensuite, je l'ai donné également à tous les préfets des départements de la région Midi-Pyrénées pour leur dire, vous pouvez également l'utiliser. Je vais faire la même chose avec les rencontres de la fraternité. Nous allons le faire, je vais vous dire dans un instant comment, demain. Et ensuite, si ça marche bien, eh bien, nous l'étendrons bien évidemment au département de la région Midi-Pyrénées, puis de la grande région Languedoc-Roussillon. Oui, on en parlera un peu tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Alors, le principe, il est simple. Demain, à partir de ce que je vous ai expliqué, nous allons, parce que je pense que c'est le plus simple et le plus parlant, faire témoigner des filleuls et des parrains. Et nous allons leur faire expliquer de façon très simple, par binôme, comment ils se sont rencontrés, comment ils travaillent, la simplicité du dispositif pour donner envie. Le but de ces rencontres de la fraternité, c'est de faire en sorte que tous les champs soient couverts. Ils ne le sont peut-être pas tous dans le domaine de l'emploi, de l'accès à l'enseignement supérieur, de l'accès aux loisirs, à beaucoup d'autres sujets. Et de faire en sorte qu'à partir de ces expériences, il y a des gens qui disent « je suis prêt ». Parce que finalement, l'engagement, il est personnel. Pas besoin d'une association, pas besoin d'un groupement, pas besoin d'une structure. Besoin simplement de quelqu'un qui dit « je suis disponible » et qu'en face, quelqu'un dise « je suis prêt à m'engager pour essayer de progresser ». C'est le principe. Oui. Qui a reçu donne. Donc c'est ce principe du parrainage. Le parrain, on sait ce que c'est dans une radio chrétienne. Hélas, parfois, le parrain, il est là que pour le jour du baptême et puis on ne le revoit pas pendant quelques années. Donc là, c'est important que le parrain parraine et soit là de manière omniprésente. Hein. Le parrain s'engage. Alors, vous voyez, je vais prendre un autre exemple. Il y a une fondation qui s'appelle la fondation Un Avenir Ensemble. C'est une fondation qui est parrainée par la Légion d'honneur. Cette fondation, elle consiste à identifier des parrains et des marraines, principalement dans le mode de l'éducation nationale, mais pas exclusivement. Et de l'autre côté, l'éducation nationale identifie des jeunes méritants, de milieux souvent défavorisés, qui ont des potentiels forts, mais à qui il manque les codes, les clés d'entrée dans le monde qui est le nôtre. Et ce parrainage, il se fait de la classe de seconde au premier emploi. Mais c'est très intéressant, il ne se substitue, le parrain ou la marraine, ni aux enseignants, naturellement, oui, bien sûr, oui. Ni aux parents. Il est là pour, en lien avec eux, apporter ce supplément qui peut être la connaissance du monde culturel. Et à Toulouse, les choses sont, de ce point de vue-là, particulièrement intéressantes, mais aussi la connaissance d'un métier vers lequel peut-être le jeune envie. J'allais vous le dire, hein, on peut penser que dans le monde de l'entreprise, avoir un parrain, un tuteur, ça soit quelque chose qui s'institutionnalise un tant soit peu, quoi. Hein. Exactement. Alors, pas mal de chefs d'entreprise, vous le dites, sont intéressés par ces sujets-là. Je vois par exemple, chefs d'entreprise, conseillers du commerce extérieur, par exemple, qui disent, nous, on est prêts à parrainer dans notre domaine un jeune, par exemple, conseiller du commerce extérieur,
qui a envie de développer son entreprise à l'export, mais qui ne sait pas très bien s'y prendre. Eh bien, moi, conseiller du commerce extérieur, je suis prêt à l'aider pour finalement le faire grandir dans le projet qui est le sien. Donc vous voyez, à tout niveau, à tout moment, à tout âge, chacun peut se dire, ce que je peux apporter peut être utile à quelqu'un qui en a besoin et qui est sur le chemin que j'ai emprunté il y a quelques années ou au début de ma carrière. Nous allons poursuivre cet entretien, Pascal Mayos, sur ce sujet, ces rencontres de la fraternité, dont le coup d'envoi sera donné demain à Toulouse. Présence au cœur de la région. Je vous rappelle, l'invité de la rédaction de Présence, c'est Pascal Mayos, le préfet de la région Midi-Pyrénées. Avec lui, nous parlons des rencontres de la fraternité qui vont débuter demain à Toulouse. Je ne peux pas m'empêcher de vous demander de réagir à l'information que je donnais il y a quelques secondes sur la création de ce centre d'insertion pour les jeunes. Il s'imposait véritablement à Toulouse. Je crois que c'est une chance pour Toulouse et l'annonce du président de la République est très importante pour notre région parce qu'en réalité, même si nous avons un dispositif d'insertion des jeunes, je le disais tout à l'heure, qui est assez complet, ce maillon-là manquait. Et ce maillon, j'ai pu le voir dans différents postes sur d'autres parties du territoire, il est bien adapté à des jeunes souvent très déstructurés, pour lesquels un encadrement rigoureux et en même temps, contrairement à l'image qu'on peut en avoir, extrêmement bienveillant et extrêmement solide est peut-être une solution. Et je pense que se doter à Toulouse d'un outil de cette nature-là, c'est une chance pour notre territoire et pour les jeunes qui y vivent. Et comme vous l'avez dit, eh bien, nous sommes en recherche d'un lieu qui pourrait les accueillir. Plus vite nous le trouvons, et vraisemblablement, si possible, un lieu déjà existant, plus vite, naturellement, l'aventure commencera dans la région toulousaine. J'en reviens donc à ces rencontres de la fraternité qui nous animent, dont le coup d'envoi sera donné demain. Donc vous allez réunir les principaux acteurs, vous allez parler de cette première expérience, ce parrainage qui semble indispensable pour aider les jeunes à sortir de l'ornière. L'important, c'est bien sûr le discours. Comment le faire passer également à tous les étages, tous les strates de nos organisations? Vous savez qu'elles sont compliquées. Vous savez, je crois à la vertu de l'exemple et au témoignage. De temps à autre, il faut savoir se taire. Demain, je parlerai le temps minimum pour vous donner un certain nombre d'indications que j'ai rappelées à votre antenne. Et puis ensuite, je laisserai parler les jeunes et les tuteurs, les parrains et les marraines. Pourquoi ? Parce que l'expérience montre qu'eux parlent de leur expérience avec des mots parfois un peu maladroits, mais qui souvent disent beaucoup sur la détresse qui est la leur. Je vais vous donner un exemple. Dans Coup de pouce pour l'emploi, dont je vous parlais il y a un instant, j'ai fait témoigner devant les journalistes quelques jeunes. Il y a une jeune fille qui, au moment où nous l'avons accueillie dans le dispositif, était totalement recroquevillée sur elle-même. On sentait une jeune fille en grande souffrance. Ce jour-là, non seulement elle a accepté de parler, et elle l'a fait de façon formidable, mais elle a dit pour la première fois de façon publique qu'elle avait vécu 6 ans à la rue. Oui, donc il y avait des accents de sincérité. Et que jamais elle n'avait imaginé qu'on aurait pu lui tendre la main, et que jamais elle n'aurait pu imaginer qu'elle serait aujourd'hui à la place où elle était. Eh bien, je puis vous assurer que les journalistes qui étaient autour de la table ne s'y sont pas trompés. Bien sûr. Et ont compris que cette expérience, elle avait quelque chose d'autre, puisque en réalité, elle faisait confiance à l'autre dans des dispositifs extrêmement simples qui pouvaient permettre à quelqu'un, même, comme vous dites, au fond de l'ornière, eh bien, de voir une lueur et de se dire « quelqu'un est là pour moi ». La deuxième phrase qui m'a beaucoup bouleversé, dans un autre dispositif que j'ai mis en place il y a quelques mois à mon arrivée à la préfecture, qui consiste à parrainer un demandeur d'emploi pour tous les chefs de service de l'État, sous-préfet compris, préfet compris.
Je l'avais fait déjà en Bourgogne. Eh bien, c'est le jour où un jeune demandeur d'emploi que je parrainais m'a dit « Écoutez, j'ai 19 ans, c'est la première fois que quelqu'un s'intéresse à moi. » Ces accents de sincérité vous permettent d'aller très loin dans l'action que vous menez. Vous êtes fixé secrètement quelques objectifs pour d'ici la fin de cette année sur ces rencontres? Ce que je souhaite, si vous voulez, c'est que ces rencontres se fassent par essaimage. C'est-à-dire que chacun se dise « je l'expérimente et j'en parle autour de moi ». C'est pas le préfet qui, de la préfecture, va décréter. C'est pas l'esprit. L'esprit, c'est de dire voilà l'esprit, voilà la méthode. On est là comme référent. On est toujours là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous conseiller, pour vous guider, pour vous donner éventuellement des clés d'entrée. Mais allez-y. Allez-y et parlez-en autour de vous. Et vous verrez que finalement, chacun se dira entrer dans une association, j'ai pas le temps, j'ai mes petits-enfants à garder, j'ai mes activités, j'ai telle ou telle chose. Là, finalement, c'est de façon extrêmement simple et en accord avec une personne que je décide. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être 2 fois par semaine, ça peut être à un moment donné plusieurs fois par jour, puis ça peut être une fois par mois. Et tout ça se régule en fonction d'une relation personnelle. C'est quand même ce qu'il y a d'à la fois le plus encourageant et qui rend le plus libre les uns et les autres. On est bien d'accord. Donc, expérience ici à Toulouse, généralisée ensuite au département du Midi-Pyrénées et après à la grande région. Alors, parlons-en de cette grande région puisque vous êtes l'un des artisans qui va approcher donc ce rapprochement entre Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Où en est-on? Comment ça se passe aujourd'hui? Alors, on est dans la phase dite de préfiguration, c'est-à-dire qu'en réalité, le Premier ministre, comme à certains autres de mes collègues, m'a confié la mission d'ici la fin juin d'établir l'architecture des services de l'État au niveau régional dans cette grande région, c'est-à-dire essayer de voir comment, entre mutualisation des services et proximité, n'oublions pas que nous serons une grande région, 5 600 000 habitants, la taille de l'Autriche ou du Benelux, et des départements très divers. La Haute-Garonne, mais aussi l'Ariège, la Lozère, le Gard, l'Aude, le Tarn-et-Garonne, beaucoup de départements très divers. Donc le but, j'emploie souvent cette expression, c'est que tout le monde monte dans l'avion. Vous ne m'en voudrez pas de cette image ici à Toulouse. Surtout pas. Et que l'avion décolle bien avec tout le monde à bord. Tout le monde, c'est-à-dire la région, bien évidemment, les 2 grandes métropoles que sont Toulouse et Montpellier, les 11 autres chefs-lieux de département et le monde rural. C'est-à-dire n'oublier personne dans l'avion. Et faire en sorte que cette grande région, qui est une formidable opportunité pour notre pays, formidable opportunité parce que nous serons la 19e région sur 270 au plan européen. Nous allons avoir une puissance économique et du coup, cette puissance économique va pouvoir nous aider. Nous revenons toujours au même sujet pour aider les plus en difficulté, pour aider ceux qui, dans les territoires, sont les plus éloignés des centres économiques. Eh bien, pour que cet avion décolle, et nous permettent d'être en relation non seulement avec le reste de l'Europe, notamment avec l'Espagne, n'oublions pas la relation privilégiée avec la Catalogne, et nous permettent de conquérir des parts de marché dans tous les domaines, pas simplement dans le domaine économique. On va être la première région viticole au monde. On va être la première région viticole au monde. Mais vous savez, on va être souvent la première, la deuxième ou la 3e région, dans un certain nombre de domaines, dans le domaine agroalimentaire, mais dans beaucoup d'autres domaines, dans le domaine de la recherche. Est-ce que, par exemple, vos auditeurs imaginent que nous avons plus de chercheurs, 4500 en Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, qu'il y en a à Paris-Saclay, 4200? Eh bien ça, on ne le sait pas, on le découvre grâce à la constitution de cette grande région. Voilà, donc on sent bien que ça va changer la donne. Après, les hommes que nous sommes s'interrogent sur le fonctionnement. Comment est-ce que ça va
coûter plus cher, moins cher? Est-ce qu'il va falloir que l'habitant du Gard vienne à Toulouse pour régler quelques problèmes? Ou au contraire, il va y avoir des antennes décentralisées? On a du mal à imaginer cette architecture. L'objectif, je l'ai dit, c'est que nous soyons plus efficaces, je parle des services de l'État, pour le concitoyen, plus rapide, notamment dans la réponse aux chefs d'entreprise, à l'association, aux citoyens, mais en même temps que nous n'oublions pas la notion de proximité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nos concitoyens vivent cette réforme comme étant un éloignement des centres de décision. C'est la raison pour laquelle le travail auquel je me plie avec un certain nombre de mes collaborateurs depuis quelques semaines et pour encore quelques semaines, c'est bien de trouver cet équilibre entre proximité, j'y suis extrêmement attaché, et je connais la configuration à la fois de la région Midi-Pyrénées et je découvre celle de Languedoc-Roussillon, proximité et efficacité. C'est-à-dire surtout faire en sorte que les gens ne se disent pas « il faut que je fasse plus de kilomètres encore que je n'en faisais », mais bien au contraire, trouver le maillage territorial adapté justement aux attentes de nos concitoyens et aux réponses qu'on est en droit de leur apporter. Voilà, c'est là le défi qui est le nôtre pour la construction de ce territoire. Grand défi en effet. Et par exemple sur le registre de la santé, il y a l'ARS dans chacune de ces régions. Ça va fusionner, ça va... Alors même si l'ARS fusionnera puisque c'est constitutif de son origine, c'est-à-dire que la loi prévoit que les agences régionales de santé épousent les contours des régions. Mais j'imagine, il faudra que vous interrogiez Monique Cavalier, la directrice générale de l'ARS sur ce sujet, mais j'imagine que la préfiguration qu'elle va faire pour la grande région épousera bien évidemment les caractéristiques en matière de santé de notre grande région et on ne perdra pas en efficacité d'une part, mais aussi en proximité puisque c'est un élément majeur de santé. Vous qui êtes sur le terrain et donc vous allez à Montpellier, j'imagine, de temps à autre. Est-ce que vous avez l'impression que cette réforme, elle est comprise et que cette fraternité que vous sollicitez à l'échelle locale, elle est en train de naître également? On est du même pays, vous qui avez des attaches midi-pyrénéennes, est-ce que... On est naturellement du même pays. On a beaucoup de points communs. Notre histoire, notre langue, notre géographie. Nous partageons les Pyrénées, nous partageons les contreforts du Massif central et nous partageons le canal du Midi. Beaucoup de choses qui nous réunissent. Mais j'ai entendu et j'ai compris l'inquiétude des habitants de Languedoc-Roussillon qui craignent, et nous sommes là pour les rassurer, une absorption. Toulouse et la région Midi-Pyrénées n'ont aucune volonté d'absorber Languedoc-Roussillon et Montpellier. Montpellier est une métropole, la région Languedoc-Roussillon est une grande région avec beaucoup de potentiel. J'ai parlé du secteur de la santé, vous avez parlé du secteur de la viticulture, oui. On pourrait en donner bien d'autres. C'est donc un mariage à égalité qui se fait. Et je pense que, et je l'ai dit, pour les services de l'État, je ferai en sorte que les répartitions se fassent de façon équitable et fraternelle. Oui, vous qui êtes issu de cette région, vous avez manifestement des atouts que n'ont peut-être pas vos collègues parce que vous en connaissez les maillages et c'est important quand même. Oui, en tous les cas, s'il y a un avantage que me donne le fait d'être issu de cette région, c'est de la connaître et de la comprendre peut-être plus vite que d'autres pour lesquels l'apprentissage des habitudes, des façons de penser, des façons d'agir, des façons de s'exprimer sont peut-être un peu plus longues à comprendre. C'est vrai que je comprends tout ça, je le sais, je le vis. C'est un avantage. Ça peut être aussi un inconvénient parce qu'il ne faut pas que je sois prisonnier de cette connaissance. Mais je vous avoue que dans un certain nombre de domaines, dont celui-là, ça m'aide. En tout cas, on a été ravis de vous accueillir au micro de Radio Présence. Vous connaissez le chemin. Vous venez quand vous voulez parler des thèmes qui vous sont chers. Je sais que vous vous intéressez à plein de domaines. La culture aussi fait partie de vos préoccupations.
On ne manquera pas de vous réinviter à ce même micro. Merci Pascal Mayos d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre accueil. Il est 7h48. Jean-Pierre Allot, toute l'info de votre région.